tout d'abord, merci à vous tous. Vous êtes magnifiques de rester jusqu'à 5h20. C'était une longue journée, donc j'apprécie beaucoup votre présence. Donc, je me présente, Christian Monaco, je suis un chercheur à Ifremer depuis 3 ans maintenant. Je suis un écologiste, physiologiste, et comme vous bien le savez, à Ifremer, une grosse partie du travail qu'on fait, c'est développer ou appuyer ou essayer de développer l'industrie aquacole. Donc un élément que je veux introduire, c'est l'idée d'utiliser des modèles que aujourd'hui j'appelle des niches physiologiques comme un outil qui pourrait nous aider à nous préparer pour les changements climatiques ou les impacts des changements climatiques qui sont déjà présents. Donc cette figure à votre gauche, c'est possible que vous ayez déjà vu. C'est une illustration avec des vraies données. Ce n'est pas juste un dessin animé, c'est des vraies données qui essayent d'illustrer les dangers dans lesquels se trouvent les planètes aujourd'hui. Donc on voit tout autour différents processus écologiques qui sont d'importance pour la durabilité du planète et avec des barres comme ça, dans un cercle qui est concentrique, tu vois le change de chacun de ces processus par rapport à en conditions normales, que c'est en fait les dernières 10 000 années à peu près. On attend que chacun de ces processus reste dans le centre de cette cercle. Et quand on voit que chacun de ces processus dépasse cette centre vert, c'est-à-dire ça rentre dans les jaunes ou dans la zone rouge, ça veut dire qu'on est dans une zone de danger, donc il faut faire gaffe. Donc vous voyez bien ici qu'on a un barre pour la biodiversité. On a vu une grosse perte de biodiversité dans les dernières années. On voit par exemple aussi, super présent ici, des quantités importantes d'aérosols dans l'atmosphère. On voit bien sûr changement climatique et des autres. Je veux surtout remarquer que dans cette figure, on voit aussi que dans cette couleur vert un peu clair, il y a la contribution de l'industrie alimentaire à le dépassement de cette qu'on appelle limite planétaire. Donc on voit en vert encore que ça a contribué énormément à dérèglement des cycles de sels nutritifs, par exemple, l'azote et le potassium, contribuent dans quelque manière sur les changements climatiques, la perte de biodiversité et la manière comme on utilise les sols. Donc l'industrie alimentaire, le message, c'est qu'il y a un impact super important sur le dépassement de quelques seuils aux limites planétaires. Donc la question qu'on est, je pense, aujourd'hui tous d'accord, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va nourrir de manière soutenable et équitable, durable et équitable, en population humaine qui est de plus en plus nombreux. Donc, il y a quelques pistes. C'est une question que ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'années qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, il y a déjà quelques pistes. Et une de ces pistes nous indique que c'est bien, par exemple, d'utiliser des espèces marines, pas tous, mais il y a une intention d'utiliser des espèces marines qui ont moins d'impact sur l'environnement et surtout des espèces qui sont de bas niveau trophique. Quand je parle d'espèces de bas niveau trophique, je parle des espèces de deuxième niveau trophique ou premier niveau trophique ici. Donc des premiers consommateurs ou des espèces de productrices primaires.
Et l'autre élément que c'est marquant, du point de vue surtout du travail qu'on fait à Ifremer, parce qu'on essaie de développer l'aquaculture des espèces durables, c'est que dans les espèces marines qu'on peut développer dans l'aquaculture, c'est important de quelle espèce on choisit. Donc, toutes les espèces ne produisent pas le même impact. Donc, ici, il y a des données peut-être un peu petites dans le slide, mais données qui montrent le potentiel impact sur l'environnement de différentes espèces d'intérêt aquacole et plusieurs poissons. Et on voit forcément que c'est les bivalves et les algues les moins impactantes. Donc, c'est une indication claire que si on peut favoriser l'aquaculture de ce type d'espèces, ça va être mieux pour l'environnement. Donc, pour nous centrer un peu plus dans le contexte local, depuis il y a déjà plusieurs années, l'Ifremer et les pays, via surtout la DRM, ont fait un effort pour diversifier l'aquaculture. La plupart de ces espèces ont un potentiel de servir comme de nourriture. Peut-être ce n'est pas la principale raison pour l'aquaculture de ces espèces, mais c'est un élément important à considérer. Donc on sait déjà qu'il y a des efforts, il y a de l'énergie, il y a de l'argent pour développer l'aquaculture de ces espèces et je suis convaincu qu'on a fait un bon travail, on maîtrise bien des aspects zootechniques sur ces espèces. Mais il y a un élément qu'on ignore, on n'a pas encore la maîtrise. Et c'est la question comment est-ce que cette espèce qu'on développe avec une vision future, comment est-ce qu'ils vont répondre à les impacts du changement climatique. Cette figure ici, c'est sorti de l'IPCC, c'est jusqu'à des données de température en termes d'anomalies thermiques et après projection de température au niveau des bassins de l'océan Pacifique. Et on voit qu'avec les projections, ça va continuer à augmenter. Cette figure ici, c'est une autre manière de montrer à peu près la même chose, mais avec une distinction super importante, à mon avis. C'est que quand on parle de changement climatique, ça ne suffit pas de parler de réchauffement climatique. On parle de changement parce que dans différentes zones, on ne voit pas les mêmes magnitudes de change de température et cette change de température peut être dans la direction inverse. Donc il faut considérer ça. Il y a une variabilité géographique dans la température qu'on doit attendre au futur. Donc ça c'est un élément important à considérer quand on prépare des programmes avec les changements climatiques en tête. Ici, je fais un zoom sur ce que je pense que c'est la Polynésie française, avec des données de la Polynésie. Et pour être clair, qu'est-ce que ces données montrent, c'est l'anomalie thermique. Comment on calcule ça? On prend une fenêtre de temps. Dans ce cas, c'est entre 91 et 2020. On prend en moyenne et après, on calcule pour chacun de cette année la différence par rapport à cette moyenne. Donc si c'est un valeur négative, ça veut dire que les températures sont plus froides que la moyenne, en bleu ici, et si sont plus chaudes, ça est en vert. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est à Tahiti, on voit que depuis les dernières 20 années, on voit un augment de la température par rapport à cette moyenne. Okay, donc on est tous d'accord, le changement climatique c'est présent et la tendance ici c'est une augmentation de la température. Donc on pense à essayer de prédire c'est quoi la réponse que les espèces d'intérêt aquacole pourront avoir face à ces changements climatiques. Ça c'est juste pour montrer encore dans la Polynésie française pour la variabilité spatiale qu'il y a de température. Donc ça il faut les prendre en compte. Ce n'est pas partout la même intensité de température.
Et l'autre chose importante, c'est comme on parlait de diversifier l'aquaculture, il faut savoir que ces différentes espèces avec lesquelles on travaille, ils vont montrer différentes réponses à l'augmentation de température. Mais on n'a pas cette information pour la plupart des espèces qu'on travaille ici, dans la Polynésie. Et on a déjà fait un petit peu de travail, vous avez vu la présentation de Claire-Vie plus tôt, où elle essaye de vraiment creuser profond pour essayer de comprendre les limites thermiques de l'espèce Pinctada margaritifera. On a fait des essais similaires avec Pinctada maculata et on commence à faire des travail avec les Benitiel et les Rory aussi. Donc ça, c'est seulement pour déterminer qu'est-ce qu'on appelle les limites thermiques. Claire l'appelait les CT max, me semble. Ici, je l'appelle ULT, la température maximum. Okay? Donc le message ici, c'est que forcément, il faut, et je veux insister encore, il faut plans de gestion qui sont adaptatifs dans le sens qui prend en compte cette variabilité spatiale et cette variabilité phylogénétique par rapport à la réponse des espèces. Donc quand on parle de capacité d'adaptation en aquaculture, il y a différentes options qui nous permettent de prendre le taureau pour les cornes, merci. Donc il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut changer la manière comme on vit, on peut utiliser les bagages, l'information de les ancêtres pour comme gérer les ressources un peu mieux, qu'on sait que c'est important. Mais le travail que nous on fait un peu à IFREMER, c'est un peu décrit ici, que c'est essayer de prioriser des espèces et des techniques ou des régions qui sont les plus vulnérables. Peut-être aussi ça implique un travail de sélection. Quand on reconnaît qu'il y a variabilité génétique, il y a des espèces ou des populations qui sont plus costauds. Donc il faut faire ça, mais comme je disais, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc ma proposition, donc cette présentation, je ne vais pas montrer vraiment des données, mais c'est plus une proposition où je veux vous inciter à réfléchir sur le sujet. C'est d'essayer vraiment de décrire les niches physiologiques de ces espèces d'intérêt aquacole. J'aimerais bien en décrire tous, mais on peut pour le moment se concentrer sur ces quelques espèces. Qu'est-ce que je veux dire par niche physiologique? Pour ça, je vais utiliser jusqu'un exemple pour être un peu plus concret. Avec les huîtres de roche, on a trouvé 12 espèces de huîtres de roche ici dans la Polynésie, à Tahiti, dans les îles sous le vent. On a Sacostra cuculata ici, que c'est une espèce locale, et on a Sacostra equinata qui s'était introduit il y a plusieurs dizaines d'années pour développer l'aquaculture. On a ces 12 espèces. Et il y a des questions qui sont logiques à nous faire aujourd'hui avec l'intention de développer l'aquaculture. On a vu qu'ils peuvent partager les mêmes habitats. Donc, est-ce qu'il y a des adaptations physiologiques qui sont similaires entre eux? Mais en même temps, on a vu qu'il y a des îles où on ne trouve pas un des 12 espèces. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre eux? Donc, il faut, si on veut développer l'aquaculture de ces espèces, il faut essayer de comprendre les niches. Et bien sûr, utiliser cette information pour évaluer les prospects de chacun des deux face au changement climatique. Donc les niches, ça c'est des choses que je suis sûr que vous avez vues, donc je vais aller rapidement. C'est super important savoir qu'il y a une niche réalisée, que c'est les conditions ou les caractéristiques de l'environnement où les populations sont trouvées. Donc si tu vas dans un site et tu trouves ton espèce, tu dis ok, les conditions de ce site représentent un peu un subset de les conditions de l'espèce. On peut mesurer ça
en fonction de différentes caractéristiques ou variables de l'environnement, par exemple la température, la salinité. On peut faire ça aussi pour un troisième variable, dans ce cas les substrats. Et on peut faire ça pour diverses variables pour définir un peu l'hypervolume du niche réalisé de cette espèce. Et qu'est-ce que c'est intéressant, c'est qu'on peut faire la même chose avec une autre espèce. Donc après, on commence à voir, comme je suggérais, des différences. Et dans ce cas, on a la température dans l'axe X. Et on peut voir que 12 espèces peuvent s'écarter et ça nous donne une information importante pour faire des décisions adaptatives. Après, l'autre point que je voulais faire par rapport à le niche, c'est que le niche réalisé, et que c'est cette petite cercle ici, ce n'est pas nécessairement les niches fondamentales. En fait, c'est les conditions que l'espèce ou une population peut tolérer. Donc, les niches fondamentales, en fait, c'est plus grand normalement que cette niche réalisée. Donc ça, quand on pense à utiliser ce type d'information pour faire des projections à changement climatique, c'est essentiel de reconnaître. Et je dis ça parce que, si, avec cet exemple, on imagine qu'on trouve l'espèce dans ce point vert, dans cet espace ici, et on ne le trouve pas dans ce point rouge. On va dire, OK, ça c'est les niches réalisées. On sait qu'en termes de température, ça s'arrête là. Donc, si on veut prédire une augmentation de température, qu'est-ce qui se passe avec la présence ou l'absence de l'espèce, vraiment, on ne sait rien parce qu'on n'a pas d'information de ce qui se passe à la température plus élevée. Donc, les niches réalisées, ce n'est pas suffisant. Donc, je vous propose que les types d'études qui incluent une description de les niches réalisées ne sont pas suffisants. Et on doit se centrer aussi sur des aspects plus mécanistiques, comme Claire disait ce matin, et en utilisant des modèles physiologiques. Je ne veux pas décrire ça encore parce que Claire a déjà fait. Donc je voulais juste dans cette présentation essayer de vous convaincre qu'il faut une combinaison des deux types de modèles. Et je ne veux pas critiquer un ou l'autre, je pense que les deux travaillent super bien ensemble. Et une manière de commencer, c'est d'abord en partant avec les modèles pour décrire les niches. C'est encore un exemple avec les huîtres de roche, Sacostrea cucullata. Ici, ça c'est sorti d'un papier, il y a une étude où ils sont allés au Bangladesh dans presque 80-90 sites pour décrire la présence-absence de l'espèce et les conditions environnementales. Après, ils ont fait juste des modèles statistiques où ils ont déterminé la relation entre, désolé pour le manque de clarité, mais c'est dans l'axe IY et la soutenabilité, soutenabilité. Et dans l'axe X, c'est la différentes variables environnementales d'intérêt. Donc, on a toutes ces variables qui nous permettent maintenant de prédire la présence, absence, la condition de ces animaux dans un gradient environnemental. Ça, c'est un modèle de niche et comme je disais, c'est insuffisant. Donc, un type de modèle plus physiologique, plus mécanistique, c'est un autre qu'on essaie de travailler avec à IFREMER, c'est décrire le budget énergétique d'un organisme, d'un individu. Ça, on le fait avec ce qu'on appelle le modèle bilan énergétique dynamique, ou DEP pour l'acronyme en anglais. Le modèle DEP nous permet de quantifier l'utilisation de l'énergie d'un organisme par rapport aux conditions environnementales. On a ici un composant que c'est la nourriture qui rentre à travers le processus d'alimentation. Et le modèle est capable de quantifier, une fois qu'il est paramétrisé, on ne va pas aller là, mais une fois qu'il est paramétrisé, on est capable de quantifier différentes variables d'état qui nous indiquent la condition physiologique de l'organisme, qui nous permet de prédire la croissance et la durée, par exemple, de vie larvale, que c'est important à un niveau de dynamique de population, et reproduction, que c'est important aussi dynamique de population. Et ça, c'est juste pour vous montrer de manière caricaturale qu'on a des sous-modèles dans ce modèle
qui dans ce cas nous permet à partir de la disponibilité de nourriture, la chlorophylle, c'est souvent un proxy qu'on utilise pour ça avec des organismes filtreurs, prédire la taux d'alimentation, donc la quantité d'énergie qui rentre dans l'organisme. Et après, on parlait bien du changement climatique. Donc ici, on a jusqu'à la typique performance, thermal performance curve, c'est la courbe de performance thermique qui nous permet de voir, par un côté, les limites thermiques que Claire Vivien a décrit ce matin, mais par un autre côté, la sensibilité à la température qui va déterminer des variabilités parfois subtiles à niveau de réponse immédiate, mais super important à niveau accumulé par rapport à la physiologie de l'organisme. Donc, pour finir, jusqu'à faire référence à ce papier où ils ont fait effectivement ça, donc on ne part pas de zéro. Dans ce cas, on fait en métropole, en France. Ils avaient des données environnementales, de forçage, encore désolé pour la taille de figure, mais ça, qu'est-ce qu'il montre, c'est chlorophylle A et la quantité de matériel en suspension dans l'eau, qui pour quelques organismes c'est important, et à considérer la température superficielle de l'eau. Et ça, ils avaient donné pendant le temps dans un espace géographique. Donc, en utilisant un modèle de niche physiologique avec un peu les caractéristiques que je viens de décrire, pour donner une prédiction pour chacun de ces pixels par rapport ici, par exemple, à la croissance de naissance dans chacun de ces pixels, la croissance des adultes, qu'on sait qu'ils répondent différemment à des variables ambientales que les naissants, et des autres éléments qui pourront être importants pour le développement aquacole. Donc, vous pouvez bien voir qu'ici, la réponse c'est variable dans l'espace, et ça, c'est le type d'information que les privés ou que les personnes qui utilisent, qui vont développer ce type de travaux aquacoles pourraient avoir besoin pour prendre les décisions. Je suis convaincu que ce type de modèle, c'est la seule manière de prendre des décisions avec l'information nécessaire pour ne pas faire des bêtises ou pour ne pas faire des erreurs qu'à long terme on pourrait regretter. Avec ça, je dis merci. Merci Christian, c'est super intéressant, et puis c'est vraiment là-dessus qu'on a besoin de vous pour connaître les limites, les tolérances et puis aussi l'optimum de croissance, de survie des paramètres zootechniques et physiologiques des espèces aquacoles. Mais ça va au-delà de ça, comme tu l'as indiqué à la fin, et c'est ça qui est aussi le plus important dans la gestion et la prévision. C'est dans le cadre d'un zonage aquacole, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, nos lagons, ils ne sont pas si grands que ça, et il y a des pressions, et il y a beaucoup d'usagers. Donc déjà, on a tout un travail qui a été fait, on a travaillé là-dessus avec Tamatoa il y a quelques années, là, dans le cadre d'Intègre. Mais par rapport aux espèces sur lesquelles on travaille, il y a aussi tout ça à intégrer, et c'est un gros travail qui doit nous permettre de définir des zones prioritaires d'élevage pour pouvoir inciter, pour obtenir les meilleures performances, et surtout par rapport à ce qui a été indiqué au début par rapport au changement climatique. L'idée, c'est de faire en sorte que ces aquaculteurs, il n'y ait pas de catastrophe. Et ça, c'est super important qu'on puisse arriver à développer ça. Je n'ai pas de questions, mais c'était pour dire que c'est intéressant tout ce que tu fais. Oui, je suis content, Georges, de savoir qu'on est dans la même page, qu'on pense pareil. Merci. Je te posais une question juste pour le plaisir. En plus de l'intérêt pour la filière qui est super évident, d'un point de vue conservation et prédiction de tes POP en tant que tel, donc vraiment dans la dynamique de POP,
Il y a plusieurs choses qui seraient à rajouter dans ces modèles-là. Pour tout ce qui est les ENM, c'est tout ce qui est, j'imagine, les interactions biotiques, mais aussi sur la subtilité du DEB à intervenir dans notamment tout ce qui est recrutement et tout ce qui est participation à la ponte. Ça, est-ce que, là c'est vraiment une question en dehors un peu d'aquaculture, mais est-ce que tu penses que sur un territoire, il y aurait des atolls ici, là, typiquement, je sais pas, des atolls qu'on connaît bien, où ça serait déjà possible de mettre en place, parce qu'il y a déjà pas mal de travaux de gestion, de comptabilisation des stocks, tu vois, de caractérisation typiquement de AHE super. Ça serait peut-être un modèle parfait pour essayer d'avoir et avec le DEB qui est quand même bien paramétrisé pour Pingtada, d'essayer de faire un espèce de validation in situ à l'échelle de AHE. Tu penses que ça serait jouable ou pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, à l'échelle des AHE et plus grand aussi. Je pense, j'aimerais bien faire le même type d'analyse sur tous les atolls. Par exemple, si on pense sur l'aquaculture de huîtres perlières, tous les atolls perlicoles, pour avoir un comparatif. Parfois, on est limité pour les types de données, et surtout pour l'aspect nourriture. Dans ce papier que je montrais à la fin, ils utilisaient des données satellitales de chlorophylle, mais dans les atolls, c'est compliqué parce qu'il y a un aspect technique qui biaise un peu la qualité des données. Mais tout à fait. Et après, par le rapport à la partie écologique, oui, en fait, ce modèle, je pense, s'utilise plus aujourd'hui pour des questions d'intérêt écologique fondamentales et qui est appliqué à l'aquaculture. Et je pense que c'est fait aussi, ça rentre bien dans les besoins de l'aquaculture. Je pense que j'y pense là, mais on en reparlera après. Mais typiquement, tu sais, les modèles, comme on discutait tout à l'heure, de Eve Osmose, ou les modèles individuels, là, comme on discutait avec Loé d'explicite, ils intègrent aussi maintenant de la variable évolutive de sélection des pêches, de la contamination, de la prédation, plus du DEB pour évaluer un peu tout ton maintien de tes POP. Et je pense qu'on a quasiment tous les éléments, à part la complexité de la chloro, mais AHE est quand même assez grand. Donc avec le satellite, tu pourrais peut-être les avoir quand même. Ouais. Ce qu'avait montré Jean. Ça, on pourra en reparler. Oui, merci.